Bonjour à tous. Alors, je suis Yannick Carremel, je suis installé dans le département du Nord, au sud du département du Nord, près de Cambrai. Ça aura son importance pour après. Je suis MCA, maître de conférences associé à l'Université de Lille. On a fait un travail conjoint avec Lucille pendant 1 an et demi pour essayer de répondre à cette question, essayer de comprendre quels étaient les éléments qui pouvaient influencer le médecin généraliste dans sa rédaction, à se prononcer ou pas sur l'ITT. Nous n'avons pas de conflit d'intérêt, en tout cas je n'ai pas de conflit d'intérêt avec le sujet. Je suis obligé de dire que je suis aussi élu au Conseil départemental du Nord, mais ça ne rentre pas en lien avec le thème actuel. Pourquoi je vous parle de Cambrai? Parce que dans les départements de France, en France métropolitaine, le département le plus touché par les violences intrafamiliales, c'est le département du Nord, qui est divisé en plusieurs arrondissements. Et l'arrondissement le plus touché du département, c'est celui de Cambrai. Et du coup, raison pour laquelle on a ce petit minime conflit, puisqu'on est vraiment impliqué dans le sujet. Autre précision qui est importante d'apporter, c'est que notre discussion qu'on aura, qui va être présentée par ma collègue, a été enrichie par des entretiens et des échanges que nous avons eus avec le Conseil de l'Ordre départemental des médecins du Nord, par l'intermédiaire de son président, Jean-Philippe Platel, par l'intermédiaire de la vice-présidente en charge des violences intrafamiliales, Solange Moore, et la juriste du Conseil départemental des médecins du Nord, Maître Paternoster. On l'a enrichi avec la rencontre qu'on a eue avec la procureure du tribunal de Cambrai, Ingrid Gurgen, la présidente du tribunal de Cambrai, Myriam Meyer, et enfin avec le professeur Valérie Edouin, qui est le médecin chef de service de médecine légale au CHU de Lille et référent en cour de cassation en tant qu'expert. Voilà pour les présentations. Bonjour à tous. Du coup, je vais vous présenter les résultats de mon travail de thèse, qui consistait à mettre en lumière les éléments qui influencent le médecin généraliste à rédiger ou non un certificat médical initial avec détermination de l'incapacité totale de travail dans le cadre des violences intrafamiliales. Donc, je n'ai pas non plus de conflit d'intérêts. Tout d'abord, les violences intrafamiliales sont tous les actes de violence, qu'ils soient physiques, sexuels, psychologiques, économiques, administratifs ou matériels, qui surviennent au sein de la famille ou du foyer. Les violences conjugales sont tous les actes de violence exercés par un partenaire ou ex-partenaire dans le cadre d'une relation de couple, officielle ou non. Ces faits de violence sont souvent récurrents, s'aggravent et s'accélèrent avec le temps. Il est important aussi pour ce travail de définir l'ITT, donc il n'est pas une notion médicale, mais une notion purement pénale, qui permet l'orientation de la procédure et la détermination de la peine encourue. Elle est destinée à éclairer le magistrat pour la qualification de l'infraction. C'est un indicateur des coûts, qu'ils soient physiques ou psychologiques, que la victime a pu recevoir. Elle correspond à la durée pendant laquelle une victime ne peut plus exercer les actes de la vie courante. Donc par exemple, manger, dormir, se laver, s'habiller. Notre protocole d'étude. Donc il s'agissait d'une étude qualitative inspirée de la phénoménologie interprétative. Nous avons mené notre étude auprès de 10 médecins généralistes du Cambrésis entre décembre 2022 et juin 2023. La collecte des données s'est faite par des entretiens individuels basés sur des questions ouvertes. Les entretiens ont été anonymisés et retranscrits de manière intégrale. L'analyse a conduit à l'émergence de thèmes communs, ordonnés et superordonnés. Nous avons ensuite obtenu les consentements libres et éclairés de tous les participants. Alors, les objectifs de notre étude. L'objectif principal était de mettre en lumière les éléments influençant le médecin généraliste à rédiger ou non un CMI dans le cadre des violences intrafamiliales. L'objectif secondaire était d'identifier chez les médecins généralistes les freins potentiels à cette rédaction. Alors, nous avons pu classer les résultats de notre étude en 4 grands thèmes. Premièrement, il apparaît que le médecin généraliste soit conscient de ses compétences. Il se dit globalement à l'aise avec les violences physiques. Pour lui, connaître ses patients est une chance. Il sait qu'il a une place importante pour convaincre une victime de déposer plainte. Il dit également respecter le choix que fera la victime pour la suite de la procédure. Enfin, il se dit à l'écoute de ses patients et il prend le temps nécessaire pour ce type de consultation de manière indépendante de la rémunération. Deuxièmement, il apparaît que le médecin généraliste soit conscient de ses limites. Tout d'abord, dans le cas des violences sexuelles, il se dit non compétent pour l'examen gynéco et demande un avis spécialisé de manière très fréquente. Également, dans le cadre des violences psychologiques, il se dit mal à l'aise et a peur de se prononcer sur l'ITT. Là aussi, il préfère orienter vers les UMJ, les psychologues. Troisièmement, il apparaît que le médecin généraliste ressent un manque de sécurité.
Tout d'abord, le seuil psychologique d'une ITT de plus de 8 jours fait craindre au médecin généraliste qu'il soit le responsable du passage de l'auteur devant le tribunal correctionnel. Ensuite, l'insécurité ressentie, selon lui, d'un manque d'habitude de la rédaction des CMI et d'un manque de formation. Le MedG dit se sentir aussi parfois seul et incompris lorsqu'il rédige un CMI. Il se dit peu exposé à ces situations et peu formé. Il pense avoir du mal à être à jour des recommandations. Le manque de sécurité du MedG est également fortement engendré par la conviction que son CMI a moins de valeur que celui d'un légiste. Et enfin, le médecin généraliste a peur de fixer l'ITT. Quand il la fixe, c'est avec un ressenti de contrainte. Enfin, quatrièmement, il apparaît que le médecin généraliste ait peur des conséquences de son CMI. Il a peur de sur- ou de sous-estimer l'ITT et d'être incomplet en se prononçant sur cette ITT. Il a peur de devoir se justifier ultérieurement devant les tribunaux, sur le fond ou sur la forme de son certificat. En tant que médecin de famille, il est souvent médecin traitant de l'auteur et de la victime. Son empathie aussi pour ses patients lui fait craindre un manque d'objectivité. Enfin, s'engager dans la réaction d'un CMI lui fait craindre d'être le responsable d'une fracture familiale. Donc, notre étude montre que le MedG, lors de la rédaction du CMI, est au cœur d'une hésitation entre des éléments qui vont le freiner à la rédaction et d'autres qui l'encouragent. Il est à l'aise avec les violences physiques, car il peut les objectiver simplement. Il est embêté par la temporalité d'apparition des lésions. À l'inverse, il est mal à l'aise avec les violences psychologiques, puisqu'il ne peut rien constater d'objectif. Il a pourtant l'habitude de prendre en charge l'anxiété et la dépression dans son activité de routine au cabinet. Mais il est difficile pour lui de savoir si une victime rapporte la vérité ou si elle exagère ses symptômes. Les violences sexuelles, quant à elles, apparaissent comme un frein complet à la rédaction du CMI. Le MedG ne s'estime pas compétent et adresse systématiquement aux UMJ ou aux urgences. Le médecin généraliste craint également les représailles judiciaires, par peur de sur- ou de sous-estimer l'ITT et par peur de ne pas être assez exhaustif dans son CMI. Il apparaît toujours prudent en recherche de preuves et d'arguments concrets pour justifier ce quantum d'ITT. On ressent également une culpabilité de sa part. Il a l'impression de définir l'avenir de la victime et de l'auteur en fixant ce quantum, alors que l'ITT, ce n'est qu'un indicateur, c'est au parquet qu'il adviendra des suites judiciaires. Enfin, le risque médico-légal aussi, avec ce sentiment d'être tenu pour responsable d'une erreur d'appréciation de l'ITT et ce sentiment d'être moins compétent qu'un médecin légiste et donc cette crainte illégitime de la rédaction. Donc les éléments moteurs à la rédaction qui le poussent à rédiger, il y a cette qualité de la relation médecin-patient, cette envie d'aider et le fait d'être pour le patient un guide décisionnel. Alors, un premier élément important de la discussion concerne les violences sexuelles. Le médecin généraliste se dit incompétent pour les violences sexuelles et dit qu'il oriente les victimes vers des unités spécialisées. Eh bien, il a entièrement raison. En effet, les violences sexuelles demandent une prise en charge en équipe pour préparer la victime à l'examen, pour la soutenir ou tout simplement être le témoin silencieux de la prise en charge. Dans ce contexte, des prélèvements et des placements sous scellés seront nécessaires. Il s'agit là de la procédure que le médecin généraliste ne peut réaliser sans risquer de commettre un vice de procédure. Parfois, une situation d'attouchement peut évoluer vers des accusations de viol, nécessitant alors le témoignage du médecin en cour d'assises. Cet exercice requiert également une certaine expertise que le médecin généraliste n'a pas. Si les éléments moteurs appellent à peu de commentaires, notre étude montre que des freins sont au premier plan alors qu'ils n'ont aucune justification. Première peur à déconstruire concerne la valeur du CMI. Oui, le CMI rédigé par un médecin légiste a la même valeur devant un tribunal que celui rédigé par un légiste, le médecin généraliste, donc même valeur. La deuxième peur à déconstruire concerne l'aspect psychologique. Oui, le médecin généraliste sait rapporter par écrit la souffrance psychologique d'un patient. Les victimes expriment qu'elles pleurent, elles expriment qu'elles dorment mal, elles expriment qu'elles sont insultées, elles expriment qu'elles ont perdu confiance en elles. C'est important de consigner tout cela, car les victimes ont bel et bien rapporté ces faits lors de la consultation. Dans un CMI, on attend du médecin qu'il fasse un descriptif complet de son examen. Cet examen prend en considération tant l'état physique que l'état psychologique. La troisième peur à déconstruire concerne l'ITT. Bien que non obligatoire, elle est indispensable pour la victime. Une ITT posée en bon sens et en toute bonne foi n'expose le médecin à aucune poursuite. L'ITT ne lie pas le magistrat. Il s'agit seulement d'une indication. C'est un avis que donne le médecin pour aider le magistrat à qualifier l'infraction. C'est aussi la raison pour laquelle il n'existe pas de barème d'ITT.
Et ne pas se prononcer sur une ITT peut être dramatique pour une victime. Certaines victimes n'iront pas jusqu'au JMJ parce que c'est trop loin, parce que c'est trop compliqué, parce qu'ils ont des enfants à garder, parce qu'ils n'ont pas de voiture. Donc c'est important de le faire en première ligne pour les médecins généralistes. Un autre point important est qu'il n'existe pas d'ITT psychologique. L'ITT est à prendre en compte de manière globale, avec sa composante physique et sa composante psychologique. Les violences conjugales sont par définition des délits en raison de la qualification de leur auteur. Quel que soit le quantum d'ITT, l'auteur sera jugé devant le tribunal correctionnel. La quatrième peur à déconstruire concerne la crainte des conséquences ou des répercussions. En 2021, 12 enfants ont été tués par l'un de leurs parents et 105 sont devenus orphelins du fait du meurtre de la victime, suivi du suicide de l'auteur. La présence d'enfants dans les violences conjugales est un facteur aggravant. C'est pourquoi les enfants sont considérés comme des co-victimes. Un rapport de la Civis rapporte par ailleurs que l'espérance de vie des enfants témoins de violences conjugales est diminuée. Ces éléments doivent donc être portés à la commission. Aller vers la conclusion, je ne sais pas s'il reste. J'ai fini, quasi. Voilà. Le médecin généraliste apparaît donc au centre d'un dilemme complexe lorsqu'il est sollicité pour rédiger un CMI dans un contexte de violence intrafamiliale. D'un côté, il a la solide conscience de ses compétences et son envie d'aider les victimes, et de l'autre, la lucidité de ses limites, en particulier pour les violences sexuelles, et surtout la présence de certaines peurs qu'il faut déconstruire. Donc s'il y a 3 grandes idées à défendre, c'est que le médecin généraliste est souvent le mieux placé pour rédiger un CMI, et il est en première ligne. Le CMI du MEDG a autant de valeur que celui d'un légiste devant un tribunal, et l'ITT émise en bon sens et en toute bonne foi n'expose le médecin à aucune poursuite. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc on va prendre un petit peu de temps pour les questions, une 8-9 minutes. Bonjour. Édouard Missu, médecin généraliste à Lille. Vous avez un conflit d'intérêts parce que vous avez été mon interne en stage chez moi. Et je remplace actuellement chez vous, Dr Carmel. Et vous êtes mon directeur de thèse, même si vous l'oubliez parfois. Je m'en rappellerai. Merci beaucoup pour votre travail. Ma question est très brève. Maintenant que le travail a été fait, est-ce qu'il y a des mesures ou des pistes de réflexion qui sont déjà mises en place pour changer la manière de fonctionner des médecins généralistes, notamment sur le territoire du Cambrésis ? Alors dans le territoire du Cambrésis, pour y répondre, ce qui est important dans les travaux de thèse, et on peut le faire d'une façon générale, c'est qu'un travail de thèse ne reste pas dans les cartons. On voit de plus en plus des travaux de qualité qui sont faits par nos internes, mais vraiment de qualité, et qui se limitent à la soutenance devant la famille et les parents, et ça reste dans ce carton, ça reste dans ce cocon, et c'est hyper dommage. Donc on essaye de plus en plus de donner une suite. Alors à Lille, on s'y attelle beaucoup, en essayant de motiver à l'écriture d'articles, de motiver un petit peu comme l'ont fait les précédents, c'est que derrière un travail de thèse, il y ait une issue, c'est-à-dire pourquoi je le fais parce que je suis intéressé par le sujet, mais pour en faire quoi ? C'est ce qu'on essaye absolument de motiver maintenant dans les fiches de thèse. Pour répondre concrètement au Cambrésis, on a la présentation qu'on vient de faire, on l'a faite il y a 10 jours au tribunal de Cambrai, devant 120 professionnels de santé, en présence de l'ordre, en présence de la médecine légale, parce que c'est important aussi qu'on apporte, derrière les études qu'on fait, qu'on apporte une crédibilité à l'ensemble de la population, pas se dire, tiens, c'est juste lui qui dit ça. Non, c'est un vrai travail de recherche, et ce travail de recherche, il faut le transformer par des publications, par des prises de parole. Benoît Chaumontour, tu dis devant 120 professionnels de santé, mais aussi beaucoup de magistrats, juges et autres professionnels de la justice. Oui, les professionnels de la justice étaient présents. Il y a vraiment une grande dynamique qui est faite dans ce sens-là dans le département du Nord, vers les tribunaux, vers les différentes juridictions. Et c'est important d'associer les magistrats, d'associer les professionnels de santé. Nous avons un langage qui est différent. On essaye de dire la même chose, mais avec un langage qui n'est pas compréhensible. Il y a une chose qu'on n'a pas dite, par exemple, sur les CMI. Les magistrats se plaignent qu'on écrive mal. Les magistrats se plaignent qu'on écrive des mots qui sont parfois compliqués. Alors quand on combine un problème de lisibilité et d'intelligibilité, eh bien le magistrat, lui qui a très peu de temps, d'ailleurs le juge, il a très peu de temps pour prendre connaissance du dossier, et quand il n'arrivera pas à lire un mot et donc ne pas aller voir la définition, eh bien ça risque d'être au préjudice soit de l'auteur, soit de la victime. Oui, c'est vachement important qu'ils comprennent aussi quel est notre mode de lecture et qu'ils aient conscience du fait, enfin que nous on l'ait, mais qu'eux aussi
et conscience des difficultés auxquelles on s'expose. Alors plus on échange, parce que on a très peu d'échanges entre nous habituellement, là on l'a créé depuis peu dans le département. Quand on crée ces échanges, on s'aperçoit qu'on a les mêmes problèmes, chacun avec notre prisme de vue, mais on a les mêmes contraintes, les mêmes problèmes. Quand on partage, on arrive à résoudre. Félicitations pour ça, hein. Bravo. Emeline Padelot de Tours, merci beaucoup pour votre présentation. Juste, du coup, ça fait beaucoup écho. Voilà, j'ai gros conflit. Donc, je suis la co-responsable avec Lucie, ma collègue, à côté du groupe de travail du CMG sur les violences. Pour ceux qui ne sont pas passés sur le stand, voilà, nous avons sorti en octobre un kit pour essayer d'aider à la prise en charge des violences, dont une fiche dédiée où on essaye de déconstruire ces fameux freins que vous avez mis dans votre discussion d'aide à la rédaction du CMI. Donc, il est là en papier. Il y en a plus. Ils ont été dévalisés, semble-t-il, mais ils sont disponibles sur le site du CMG, téléchargeables en PDF, imprimables. Et donc, voilà, en effet, on essaye de donner des exemples sur l'ITT, le fait qu'en effet, ça a été montré dans la littérature que quand l'ITT, des fois, le CMI est repris par un légiste, il n'est pas tant requalifié que ça. En fait, on n'est pas si mauvais par le légiste. Comment éventuellement, en effet, on est totalement capable de voir ce qui se passe pour le côté psychologique et également, voilà, en quoi ça peut être notre rôle et qu'on peut aider. Donc voilà, proposition d'un outil pour finalement déconstruire les freins que vous avez présentés et qui sont ceux qu'on retrouve en effet dans la littérature. Et merci pour votre travail. Merci, je crois qu'il y avait une question là-bas. J'en profite au passage pour dire qu'un certificat médical initial, c'est 4 parties. Et ces 4 parties, il suffit juste de les respecter. Un commémoratif qui va rappeler on va rapporter ce que nous dit la victime. On ne va pas prendre ce qui est dit pour notre compte. On va rapporter. Il dit que. On rapporte ce qui a été dit, c'est dit par la victime. La deuxième partie va être l'examen clinique, un examen clinique qui va être le plus large possible. Pourquoi c'est important d'être large? Parce que non seulement le CMI va servir à l'instant T de la procédure, mais il va servir aussi à distance, peut-être pour le préjudice, à distance pour un médecin légiste qui, lui, n'aura plus la visibilité sur les lésions que nous, on aura objectivées. Si on dit j'ai vu une ecchymose, super, pour le médecin légiste, on va dire quoi? En revanche, si on dit j'ai vu une ecchymose qui était située à tel endroit, qui avait telle forme, telle taille, telle couleur, on donne des renseignements, c'est hyper important. La troisième partie, ça va être notre partie de discussion. Notre partie de discussion, elle nous implique un petit peu, non pas en tant que personnes qui allons faire la relation de cause à effet, ça n'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est de dire, est-ce que dans ce que je vois et de ce qui m'est dit, il peut y avoir une compatibilité? Ça va être notre part de discussion. Et puis viendra la quatrième partie qui est l'ITT. Et là, je vais réinsister sur un élément qui a été dit. Ne pas fixer une ITT, je pense que c'est dramatique. Ça peut être dramatique. Alors, hier, il y a eu un atelier sur l'ITT qui disait il y a les UMJ. Alors, c'est vrai, quand on habite en ville, on a des UMJ à disposition. Quand on habite en campagne, en milieu rural, il n'y a pas d'UMJ tout près. Et parfois, le médecin généraliste, c'est la seule personne vers qui la victime va aller déposer sa pierre en disant « j'ai été victime, j'ai été violenté ». Il y aura besoin de cette ITT. Si on ne la met pas, eh bien, sans ITT, le magistrat ne pourra pas qualifier l'infraction. Il aura besoin d'une ITT. Il n'y a pas d'ITT, l'infraction ne sera pas qualifiée. La victime n'ira pas parce qu'elle a ses enfants, parce qu'il y a peut-être de l'emprise, parce qu'on lui a pris ses clés de voiture. Elle n'ira pas en UMJ, elle n'aura pas d'ITT et la procédure tombe à l'eau et on perd cette victime. Perdre la victime, c'est la faire rentrer dans le cycle des violences et c'est le risque d'aboutir au féminicide comme on entend parler. Le cycle des violences entraîne une aggravation. Nous sommes des éléments clés, pas les plus importants, mais nous sommes des éléments clés dans le parcours judiciaire des victimes de violences conjugales. Je ne pensais pas que la route serait si courte. Bonjour, Jessica Almès, interne en médecine générale à Créteil. Je voudrais savoir comment vous avez rencontré pas mal de freins par rapport à l'ITT et que souvent les difficultés rencontrées, c'est qu'on ne sait pas trop comment se prononcer, comment évaluer effectivement, comment le faire. Est-ce que vous avez rencontré des outils pratiques ou des ressources pour un peu nous guider dans la décision de se prononcer sur l'ITT ? Alors pour l'ITT, encore une fois, si elle est fixée en bonne foi et en bon sens, on va être proche de la vérité. On en parlait hier dans un atelier qui était dédié à l'ITT.
on va se prononcer sur une ITT. Mais je pense que si on était 10 à se prononcer sur l'ITT, nous aurions 10 valeurs différentes. On l'a vu hier avec pourtant des experts qui s'étaient prononcés, et on pouvait avoir un écart pour le premier à 15 jours d'ITT et 60 jours pour l'autre. C'est-à-dire que la notion d'ITT, elle va être variable d'un praticien à l'autre, et c'est bien la raison pour laquelle il n'existe pas de barème. Les freins, vous me disiez, j'ai oublié une partie de votre question. Les outils. Alors vous parliez des outils. On a découvert au travers de nos travaux de recherche un site qui s'appelle Déclic Violence, qui est fait par un département de médecine générale. Je vais dire des bêtises si je dis le nom. Clermont, alors Clermont. Et Déclic Violence apporte quelques outils qui sont intéressants. Et enfin, dans le cadre de la qualification, vous savez qu'aujourd'hui, la loi depuis 2020 nous autorise, sous certaines conditions, à signaler directement les violences au procureur. Important. On signale à qui ? Au procureur, personne d'autre, sous certaines conditions. Et donc, là aussi, l'Ordre des médecins, l'Ordre national des médecins a sorti le Vademecum, de l'aide à la prise de décision. Et ce Vademecum nous permet à la fois de nous aider à définir ce qu'est le danger et de ce qu'est l'emprise. On peut nous signaler directement au procureur de la République un fait de violence s'il s'agit d'un couple, donc il faut qu'il y ait la notion de couple. La notion de couple, c'était un peu précisé, la notion de couple, c'est pas forcément du couple actuel, c'est pas vivre sous le même toit et c'est pas forcément des gens qui sont mariés. Un couple, c'est la notion donc à un moment donné une relation amoureuse, même si ce couple est passé. Donc un couple présent ou passé, il faut qu'il y ait danger. Et là, ce Vademecum nous aide à prendre cette décision. Il faut qu'il y ait emprise. Et là aussi, on a tous les arguments qui nous aident à trouver les éléments d'emprise. Et on pourra, dans ces conditions, signaler directement au procureur. Et à personne d'autre que le procureur, parce que très souvent, il s'est revenu dans les décisions, dans les discussions, on dit « Ah oui, mais rappelez-vous, il y a un psychiatre à Marseille, il a été condamné parce qu'il avait signalé au juge des affaires familiales. » Et en fait, là, il s'est immiscé dans les affaires familiales. Ça, c'est interdit. Si on doit signaler, c'est au procureur, si possible, plus possible, avec l'accord de la victime. Si jamais on n'a pas son accord, on doit lui dire que sans son accord, on le fera.